L'action commence quand on ralentit. Un podcast présenté par Sébastien Morel. Bonjour à tous et bienvenue dans Récup Active. Aujourd'hui, on ne va pas parler du trail comme d'un sport, mais comme d'un phénomène social, parce que le trail, c'est un sport jeune qui explose en France et qui dit beaucoup de choses de notre époque, notre rapport à la nature, au dépassement, à l'identité, au collectif. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir deux invités qui regardent ce sport sous deux angles différents mais complémentaires. Simon Lancelevé, sociologue, journaliste et auteur du livre La Quête, et Simon Michel Berger, athlète de trail et agent de talent. Récup Active, c'est parti. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation. Pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, comment vous vous présenteriez en quelques mots, Simon ? Alors, moi, je m'appelle Simon Lancelevé, comme tu as dit, j'ai 33 ans, je suis sociologue, je travaille à l'université de Grenoble, j'interviens dans le diplôme universitaire sur le trail running en sociologie. J'ai travaillé principalement sur des courses un peu atypiques, comme les backyards, la Terminorum, un petit peu la Barclay. J'ai d'ailleurs écrit un livre, La Quête, qui retrace un peu les aventures des coureurs de cette Terminorum. Et plus largement, je suis passionné de trail depuis longtemps, je cours depuis que j'ai 10 ans. Et voilà, je suis content d'allier passion et travail aujourd'hui. Et qu'est-ce qui rend ces courses atypiques, justement, comme tu le dis ? Alors, c'est des courses qui, aujourd'hui, sont assez particulières parce que, finalement, sur la plupart des épreuves, aujourd'hui, on sait qu'il y a des finisseurs. Là, sur ces épreuves, on est sur un taux très bas, entre 1 et 2% selon les éditions, selon les disciplines, les épreuves. Je vais prendre l'exemple vraiment de la Terminorum parce que moi, c'est celle qui m'a le plus intéressé. J'ai passé 4 ans à étudier la communauté, à courir avec eux. Je participais aussi 2 fois à l'épreuve pour bien la comprendre. Et c'est une épreuve qui fait aujourd'hui 300 km, 25 000 mètres de dénivelé, qui est en autonomie, où on n'aura pas d'assistance, on n'a pas le droit de téléphone portable, pas le droit à la montre GPS, enfin finalement tout ce qui constitue un petit peu la compétition en général. On n'a aussi pas de balisage, on doit trouver des livres sur un parcours, on doit s'orienter avec une carte et ouais, c'est une course en fait où l'échec est aussi une norme et donc on inverse pas mal de codes qui sont présents en trail et en ultra trail plus particulièrement. Et l'échec est dû à quoi, du coup, à la durée de l'effort ou on se perd? Alors, il y a un peu de tout, hein. Finalement, c'est vrai que les coureurs, souvent, on parle comme d'un jeu, un peu comme un Rubik's. Hein. C'est aussi ce que disent les participants de la Barclay. Et forcément, c'est un jeu avec plein de paramètres et tous les paramètres peuvent nous faire échouer. Ça peut être la gestion du sommeil, l'alimentation, la météo aussi, les fortes chaleurs. Et puis, on peut se perdre aussi, en effet, c'est possible. Mais l'idée, en fait, c'est que c'est aléatoire et il y a plein de raisons de se louper. Finalement, il faut que les planètes soient alignées, les athlètes aient une bonne prépa, que les conditions soient réunies et puis aussi qu'il y ait un collectif assez fort pour porter, j'allais dire, tout ce monde vers une forme d'excellence parce que c'est un peu comme sur une fusée. Hein. Il y a plein de monde qui participent un peu au décollage. On a quelques-uns qui mettront le pied sur la Lune et il y a plein d'éléments qui vont se laisser distancer, qui vont être détachés en chemin. Mais voilà, c'est une aventure qui reste quand même collective si on prend toujours cette métaphore-là. Voilà. Et toi, du coup, Simon ? Moi, du coup, Simon, un deuxième. Deux pour le prix d'un. Du coup, je suis athlète en trail et plutôt en ultra trail, même s'il m'arrive de me perdre sur la route, sur marathon les hivers, mais c'est pas ce qu'il faut retenir. Et à côté, professionnellement, je suis associé d'une agence de gestion et d'accompagnement d'athlètes pro en trail, triathlon et montagne, et de créateurs de contenu axés sport outdoor, plus un petit peu Hyrox et muscu. Mais voilà, donc moi j'accompagne ces créateurs et ces athlètes dans le développement de leur carrière sur différents points, que ce soit la négociation des contrats, l'image, le conseil marketing, voilà, tous ces sujets qui vont permettre aux talents de se développer. Justement, on y reviendra tout à l'heure dans tout ce qui est gestion de l'image, création d'un mythe autour de tous ces athlètes. Pour commencer, le trail, depuis quand ça existe et depuis quand c'est devenu un sport un peu structuré ? Alors, depuis quand le trail existe, c'est une question qui finalement est assez difficile parce que si on regarde juste l'effort en tant que tel, on pourrait se dire, tiens, les gens qui courent sur sentier, en fait, ça existe depuis la nuit des temps peut-être, hein, mais le trail, nous, comme on l'entend aujourd'hui, avec des formes de compétition, une préparation aussi, puis qui soit avant tout un loisir, parce qu'on peut courir sur sentier, mais être un messager, être un esclave dans les formes moyenâgeuses, etc. Là, nous, on n'est pas du tout dans ça. On a quand même cette notion de plaisir qui est centrale pour moi aujourd'hui dans l'effort. Et je dirais que c'est né avec le mot en lui-même, avec les Templiers, je pense, aujourd'hui, ceux qui ont déposé les premiers aussi l'appellation trail running.
Parce qu'aux États-Unis, avant, on a l'impression que c'est un mot qui sonne un peu anglo-saxon, mais eux, ils utilisent plutôt le terme endurance quand même. Et donc, ces années 98-99, en fait, c'est l'essor pour moi du mot trail. Après, avec une accélération, l'UTMB en 2003 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, moi, je pense que c'est ce moment-là, en fait, qui a été clé. C'est celui-là qu'on prend aussi souvent quand on lit un peu les travaux scientifiques sur le trail. C'est la date de naissance vraiment du terme, ouais. T'es d'accord avec ça aussi? Ouais, les Templiers, sans faute. Les Templiers, c'est vraiment l'événement que je vois comme Est-ce que vous comme pouvez détailler historique, un peu ce que c'est que cet événement? Il se nomme aussi le trail origine, hein, parce que vraiment, c'est C'est l'origine du trail, mot. ouais. Maintenant, il y a plusieurs formats d'épreuves qui se déroulent dans l'Écosse, près de Millau. Le départ est à Millau. Il y a des formats il y a un 80, il y a un 100... J'aurais dit 110. J'allais dire 110, Ouais, c'est ça. Et des formats un peu plus marathon, etc. Donc, il y a tout un panel aujourd'hui d'épreuves. Et c'est les premières courses en fait, qui ont existé en France de trail. Ouais. Ouais, puis c'est perdu à Millau, Ouais. entre l'Écosse. C'est vraiment un événement où alors il y a beaucoup de formats de course, il y a beaucoup de formats, mais par contre, il y a un village de course, mais il n'y a pas autant d'événements marketing, par contre, comme on peut retrouver à l'UTMB. Donc on retrouve vraiment cette authenticité du trail tel qu'on le connaît avant l'évolution récente de ces nouvelles années. Ouais. Et c'est une course qui joue aussi beaucoup sur l'identité locale avec ne serait-ce que la musique du départ qui renvoie, c'est une musique de Hera, si je dis pas de bêtises, à Méno, qui est un peu, Ouais. on sait que ça renvoie une image moyenâgeuse, etc. Bon, on est sur un territoire aussi qui est fortement marqué par l'histoire. Et donc, ça joue aussi avec tout ça. Et je pense que ça, c'est assez important parce que le trail, finalement, il joue souvent beaucoup avec une histoire locale, une mise en scène. Les Templiers, c'était les premiers à créer aussi une arche, à mettre une couronne de laurier, comme sur le marathon de Boston aussi. Donc, c'était aussi, je dirais, presque pas un laboratoire d'idées, mais il y a eu beaucoup de choses qui viennent des Templiers, Ouais. même aujourd'hui encore. Ouais. Clairement. Et tu parlais du coup de la notion de plaisir qui pour toi est essentielle dans ce genre de sport. C'est des épreuves qui sont quand même très longues et très difficiles. Est-ce que tu peux te détailler pourquoi, selon toi, le plaisir est au centre de ce sport? Alors, en fait, souvent, on me pose la question de pourquoi les gens courent. En fait, c'est Ouais, une question justement, qui me revient tout le temps. Et il y a plein de façons d'y répondre. En fait, on pourrait dire, certains, ça pourrait être pour la reconnaissance, ça pourrait être pour la santé, aussi être en bonne santé. Aujourd'hui, il y a des injonctions presque à dire courir, c'est être en bonne santé. On entend souvent courir, ça ne demande pas beaucoup de moyens. Pour aller au basket, c'est un peu des idées reçues qu'on a sur la discipline. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on va bientôt être le 1er janvier. Finalement, il y a plein de gens qui vont peut-être se mettre à courir et pour autant, est-ce qu'elles vont continuer? Mais si elles ne trouvent pas le plaisir, ça ne va pas juste dire je veux faire un summer body, c'est pas suffisant en fait concrètement pour quand il fait pas beau, quand on a un peu moins de temps pour chausser les baskets et puis partir sur les chemins ou sur la route, peu importe. Il y a un moment donné, cette notion de plaisir, c'est ce qui fait qu'on reste dans la pratique, qu'on a envie de l'explorer, mais elle peut venir de plein de choses. Elle peut venir de j'ai le plaisir parce que je vais faire un nouveau format de course, un nouveau chrono, je vais essayer de battre un record, je vais courir avec des amis aussi, et pour moi c'est vraiment le moteur en fait. Et souvent je trouve que quand on parle de trail, surtout de l'extérieur, on se dit, et de course à pied en général, on se dit le pourquoi, c'est toujours une question de l'extérieur, c'est on comprend pas en fait, tout simplement pourquoi on fait ça, et ça paraît un peu étrange, et de l'extérieur on voit souvent des visages de douleur, on reste sur cette figure là. Et pour autant, moi, dans toutes les enquêtes que j'ai fait, j'ai déjà fait des tests aussi à coder des données et sur des entretiens au long cours. Le plaisir, le champ lexical l'emporte largement sur celui de la souffrance, de la douleur, et même sur des courses comme la Terminorum ou la Barclay qui paraissent être des monstres de douleur, quoi, finalement. Ouais, carrément. C'est quelque chose avec lequel tu es d'accord? Les gens demandent souvent pourquoi tu te fais autant mal, en fait. Et en fait, est-ce que vraiment ce qu'on retient d'une course, c'est le moment où on va être mal, ou c'est vraiment le moment où on va réussir l'objectif? Et je pense que ce qu'on retient vraiment, c'est d'avoir réussi l'objectif et d'avoir vécu cette expérience, et pas d'avoir été dans le mal pendant 2 heures. Et surtout sur ultra, ou même sur des courses comme tu parles, de 100-300 km, t'as plus de chances d'avoir des mauvais moments sur des grosses courses comme ça que sur des courses plus courtes, je pense. Mais
Mais c'est ça, les gens, des fois, ont du mal à comprendre pourquoi on se fait autant mal, mais peut-être parce qu'ils ont peut-être pas vécu aussi ce moment de satisfaction. Et puis l'entraînement, je pense que pour faire des courses comme ça, se fixer des objectifs aussi gros, c'est aussi important, comme tu disais, de se faire plaisir à l'entraînement et de faire des entraînements, des sorties qu'on aime, quoi, aller découvrir des nouveaux territoires, des nouveaux sentiers. Et puis certains aiment l'effort, la haute performance aussi, aiment se mettre... j'ai déjà entendu des athlètes qui finissent à moitié qui font à moitié des malaises à la fin des séances, tellement ils se mettent dans le mal en fait. Mais parce qu'ils aiment repousser les limites ils aiment la souffrance, quoi. C'est une forme de plaisir aussi, je veux dire. Ouais, puis après, faut pas oublier aussi que quand on court, souvent, on peut avoir... Il y a une sécrétion aussi hormonale quand on fait certains efforts. L'endorphine, souvent, c'est aussi... ça peut aussi faire planer, c'est aussi, ça donne aussi du plaisir. En fait, c'est une sensation assez... ceux qui la connaissent pas, je l'invite à la découvrir, qui est assez... presque euphorisante parfois, et ça participe aussi à l'idée je pense, de plaisir dans des séances. C'est vrai qu'on peut se faire la peau sur des séances, mais être quand même content parce que à la fin on peut être allongé au sol avec un grand smile, et puis voilà. Quand tu réussis ta séance, moi je sais que des fois je peux passer 1 heure chez moi sur mon canapé à zoner, à planer un peu. Tu vois, à télécharger ma montre sur mon activité sur le téléphone, à me dire faut que je prépare à manger, mais en fait je regarde mes allures et tout, et je me dis purée, elle est passée la séance. Enfin, en fait, tu es dans un état un peu sur ton petit nuage. Donc ouais, c'est vraiment une sensation particulière qu'on retrouve pas si on pratique pas, je crois. Ouais, puis il faut pas oublier aussi que finalement, ça anticipe peut-être des questions, mais pourquoi, l'action du pourquoi, mais en fait, aujourd'hui, moi, ça me fait toujours rigoler de me dire que finalement, tout le monde aujourd'hui court après le temps. Quand tu dis j'ai pas le temps, je peux pas faire cet entretien aujourd'hui, j'ai d'autres choses, etc. Et pour autant, les gens s'inscrivent dans souvent des efforts qui demandent beaucoup de temps, et les temps d'effort en compétition sont assez longs. Même sur un format court en trail, tu pars minimum pour 1 heure si on lève les formats en dessous de 10 km, quoi. Bref. Et en fait, je pense que ça aussi, ça fait partie du plaisir, c'est d'avoir ce temps à soi à un moment donné, qui permet de se dire, soit on se déconnecte, soit on se reconnecte, ça dépend, il y a un peu des deux, se reconnecter à la nature, se déconnecter de nos téléphones. Moi, les Terminorums, il n'y a pas de téléphone pendant 80 heures. Aujourd'hui, on demande à des gens de faire ça pendant 80 heures. Ils viennent fous. Pas de story, pas de... Ouais, ils viendraient fous. Mais ça, en fait, ça participe aussi, ces aventures un peu dans le quotidien, à créer du plaisir, et puis d'avoir aussi une forme peut-être derrière parfois aussi de fierté, de dire comme tu es dans ton fauteuil, j'ai quand même fait ça aujourd'hui, c'est pas mal, quoi. Et tout ça, en fait, il y a plein de petites sources de plaisir qui sont cumulables et qui s'opposent pas les unes entre elles, et c'est ce qui fait pour moi le succès de cette discipline et des disciplines d'endurance. C'est que on peut ne pas être le meilleur athlète, on peut ne pas être celui qui court le plus longtemps, le plus loin, etc. Mais pour autant, trouver du plaisir d'autres façons, quoi. Justement, ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est un sport qui est en train d'exploser. Et justement, j'allais vous demander comment vous expliqueriez cette explosion de ce sport. Pour toi, c'est le plaisir que les gens trouvent dans cette discipline? C'est le principal facteur qui fait que... Ouais, le plaisir, c'est ce qui permet, moi, de rester dans la discipline. Après, faut la connaître pour rester dedans. Donc, il y a plein de paramètres, en fait. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a déjà une injonction un peu à faire du sport, qui est global aujourd'hui. On sait que la course, ça se met bien dans l'emploi du temps, même si le midi, on peut y aller le soir, on peut gérer ça finalement avec pas mal de paramètres, le travail, la vie de famille. Ça, c'est déjà quand même un premier point. Après, il y a aussi ce côté aventure, c'est une aventure dans le quotidien de faire de la course à pied, on découvre des territoires, etc. Donc tout ça, mis bout à bout, moi, ça fait que c'est très... encore une fois, il y a plein de sources différentes. Après, je pense que le gros avantage aussi de ces courses, c'est que jusque dans les années 60, la course, c'était de la piste, du cross, c'était quand même on voyait ça un peu comme des moines du sport, quoi, on va pas se mentir, des ascètes. Et aujourd'hui, il y a eu un basculement déjà avec le hors-stade, après les courses nature, le trail. Et pour devenir un peu un héros, comme on pouvait être un héros antique, un héros olympique, avant, fallait faire des chronos, fallait faire des podiums, etc. Là, aujourd'hui, en trail, on dit, mais t'as passé la ligne, t'es déjà presque un héros, t'es finisher. Et en fait,
aussi la compétition, en fait, elle prend un autre aspect. Et ça, je pense que ça participe. En fait, il n'y a pas de perdant concrètement, à part si tu abandonnes, etc. Mais tu as toujours une façon de valoriser l'effort. Et ça, c'est très séduisant, moi, je pense, quand même, pour beaucoup de gens, de se dire, je vais pas être jugé. C'est un peu comme quand tu as le bac, on ne dit pas combien tu as eu au bac aujourd'hui. Tu vas à un repas de famille, on dit tu as le bac, cool, c'est cool, On super. n'a pas les mêmes repas de famille. Ah, ça Mais tacle. je veux dire, si tu finis un ultra trail, le 100 bornes, les gens, Ouais. quand ils se représentent tellement pas ce que c'est, parfois, ils vont pas te demander en combien de temps tu vas mettre. Et même si tu as mis 30 heures au lieu de mettre 20 heures, on va dire, 30 heures, mais c'est encore plus dingue, Ouais. quoi, Ouais, tu oui, vois. c'est ça. Et donc, c'est une inversion un peu, tu vois, des valeurs, on va dire, purement athlétiques pour moi. Ouais. Et Simon, du coup, toi, comment tu Je l'expliquerais? pense que le trail a vraiment pris une vitesse de développement folle après le Covid, où tout le monde a resté enfermé chez soi pendant longtemps. Et il y a eu une envie de retour à la nature assez forte. Et c'est aussi ce qui a permis au trail, je pense, de voir un développement accéléré. Et comme tu disais ensuite, c'est vrai que, et je le vois aussi quand j'ai fait le marathon l'hiver dernier sur route, tout ce qui est route, piste, en fait, on va pas dire cloisonné, mais enfin, il y a des données métriques, il y a des allures. Voilà, sur marathon, si tu cours à 3,30, c'est ton allure. Si tu sautes et que tu es à 3,40, bon, bah, ça va se voir tout de suite, en fait, que tu n'es pas bien. Moi, je dis toujours, en trail, bien sûr, on a les données, en tout cas pour les sportifs de haut niveau, on a les données, et pour les monsieur et madame tout le monde qui veulent, comme tu dis, finir un ultra, parce qu'aujourd'hui, les personnes qui font l'UTMB, elles disent pas... Enfin, comme tu dis, la première question, enfin, c'est pas combien de temps t'as mis, c'est... Enfin, les gens se présentent comme finisher de l'UTMB. Et c'est aussi ça, c'est aussi un... Juste plus pour de les gens qui ne liberté. connaissent pas, UTMB, Ultra Trail du Ultra Mont Trail Blanc, du Mont c'est Blanc. combien de kilomètres? 170 et 10 000, entre 10 et 11 000 mètres de dénivelé, selon les années, mais c'est le format actuel, on va dire. Ouais, Ok. c'est ça. Ouais. Et du coup, vraiment, je pense qu'il y a un sentiment de liberté et une ouverture vers... c'est sûr, quand tu cours sur marathon, tu as tout de suite cette notion de temps, de chrono, parce qu'en fait, ton objectif sur marathon, la plupart du temps, on va te demander ton chrono, mais sur trail, si le terrain il est gras, s'il fait 30 degrés, il y a plein d'autres paramètres en fait qui font qu'une année, si tu fais 20 heures à l'UTMB et que les conditions elles sont parfaites, et l'année suivante, le gagnant, il met 30 minutes de plus. 30 minutes à haut niveau, c'est quand même important. Et ouais, mais s'il met 30 minutes de plus, peut-être que les conditions étaient mauvaises, qu'il y a eu de la boue, qu'ils ont eu de la neige au col de la Seigne. En fait, on a moins cette notion métrique et chronométrique de la performance pour le grand public. Et je pense que c'est ça qui attire beaucoup aussi. Même s'il y a paradoxalement beaucoup d'auto-quantification, c'est un peu comme ça qu'on l'appelle, mais si on regarde Strava, etc., il y a quand même on a accès à beaucoup de données, mais pour l'instant, c'est dans les données d'entraînement, etc. On sait aussi que les athlètes les plus performants aujourd'hui ont des data scientists aussi pour les accompagner. Enfin, il y a eu des articles récemment dans l'équipe aussi qui en parlaient très bien. Mais pour le grand public, en tout cas, ça en voie de massification, je dirais, mais c'est pas le contrôle de ces données, c'est pas le plaisir numéro un, justement, pour certains, mais pour beaucoup, ils ont leur montre, ok, on a la distance, l'altitude, etc., le dénivelé et le temps, et ça s'arrête un petit peu à ça, on va dire, pour beaucoup de personnes. Ouais, exactement. Faire un coucou à l'ami Joseph qui s'occupe de toutes ces données, notamment pour Ben Diman et puis Tom Evans. Mais en fait, est-ce que, d'ailleurs, ce sujet des data, est-ce que ça va s'élargir au grand public? Est-ce que toutes ces personnes qui courent, on va dire, sans vraiment s'occuper de ces données, elles vont se dire, ah, mais nous aussi, on veut faire pareil? Parce que ce qui est vrai, ce qui influence beaucoup le peloton, c'est aussi les performances des athlètes de haut niveau. Et du coup, on sait que si tel athlète il porte telle marque, les personnes vont être influencées par ça. Est-ce que là, du coup, cette nouveauté, vu que c'est assez récent, de data scientist va influencer le peloton? Je suis curieux de voir dans les mois et les années à venir. Justement, est-ce qu'on ne perdrait pas la notion de plaisir dont vous parliez et d'accessibilité à monsieur tout le monde si ça venait, enfin monsieur et madame tout le monde, si ça venait à trop se démocratiser dans le trail? Moi, il y a des collègues de Lyon qui ont fait parfois des études, qui ont fait quelques études justement sur
souvent quand... En fait, nous, en sociologie, on va avoir des courants de pensée et quand on est trop focus sur la maîtrise, ça peut tendre un peu à une forme de ce qu'on appelait l'aliénation, c'est-à-dire que finalement, on devient étranger à ce pourquoi on le fait et où on trouve plus de sens. Et en fait, ils ont beaucoup travaillé il y a des études en ce moment encore en cours, sur l'utilisation justement des mondes connectés, de toutes ces données issues de ces appareils de collecte. Et ce qui apparaît, en tout cas, c'est que parfois, ça peut faire sortir des gens de la pratique, en fait. C'est parce que justement, ils sont dans une forme d'aliénation, ils prennent puissance. En fait, c'est voilà, si j'ai pas fait mes chiffres aujourd'hui, si je sors de ma zone de cadrage, et ben je suis plus dans le, il y a plus de génération de plaisir en fait. Et surtout en fait, ils trouvent plus le sens en fait. Ils font ça comme on ferait presque un boulot. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est peut-être là où on doit faire la différence entre les athlètes élites et qui sont professionnels. Pour certains, on voit de professionnalisation et des gens qui, à côté, pour qui ça reste, j'ai bien commencé en parlant de loisir, un loisir en fait. Et le loisir, ça peut être sérieux, entre guillemets, mais c'est avant tout aussi pour... on ne doit pas forcément recréer derrière une industrie des données, etc., à notre échelle, quoi. Donc, en tout cas, ouais, ça peut être une mise en garde pour ceux qui seraient tout le temps rivés sur leurs écrans, à dire, j'ai pas fait une bonne séance, garde aussi la sensation, c'est hyper important. Et il y a beaucoup d'athlètes, d'ailleurs, qui sont encore qui travaillent à la sensation. Qui travaillent à la sensation et qui, voilà, il n'y a pas qu'une seule façon même de performer aujourd'hui. Hein, si on regarde un peu les tout meilleurs, même si on regarde, je sais pas, le régime alimentaire de Courtenay et d'autres, à mon avis, il y a des choses qui sont un peu différentes quand Courtenay, même. Qui aurait cru qu'elle allait faire 2h38 sur marathon. Enfin, voilà, c'est ça. Il y en a beaucoup qui n'auraient pas cru, hein, franchement. Et non, mais le moteur premier, il doit rester la passion d'aller se promener en montagne. Enfin, moi, je pense que c'est aussi, et c'est aussi un des vecteurs de la performance. Hein. Enfin, si tu fais ce sport uniquement pour gagner et que tu n'es pas passionné, est-ce que ça dure dans le temps? J'entends quand on voit un Ludo Pomeré à 50 ans qui performe encore à ce niveau, c'est qu'il est énormément passionné. Sinon, il serait plus là, je veux dire. Donc ça, c'est vraiment le vecteur doit rester. Aujourd'hui, voilà, on va se promener en montagne et c'est l'objectif du jour, quoi. Toi, c'est quelque chose que tu utilises un peu dans ta pratique, les métriques, ou pas tant que ça? Oui, on utilise quand même les métriques, oui. Après, oui, on utilise quand même les métriques et je suis aussi curieux, j'en ai déjà parlé avec Joseph, mais d'essayer cette forme de prévision de course, notamment, par rapport à mes données à l'entraînement et les tests d'effort, tout ça, c'est des choses que j'ai déjà fait. Mais par contre, maintenant, j'ai appris aussi à me dire, si je fais en fait, comment on caractérise une mauvaise séance. Une séance, à partir du moment où elle est faite, elle servira à un moment donné. Donc, et j'ai appris ça surtout quand j'ai préparé le marathon l'hiver dernier. C'est qu'en fait, il y a plein de séances où j'étais pas forcément à l'allure à laquelle j'ai couru mon marathon. Et ça m'a pas empêché de courir à une allure où mon entraîneur pensait que j'allais mettre 2h36, j'ai mis 2h32. Et pourtant, il y a plein de séances où j'étais pas à la bonne allure. Mais ces séances, elles ont été faites. Donc... Et ça m'a servi parce qu'en trail, au final, au début, je rentrais parfois en mode j'ai pas été bon, la séance elle a pas été réussie, j'étais pas à l'ascension verticale que je voulais, ou je me suis pas assez mis dans le mal comme j'aurais souhaité. Et en fait, tu prends un peu de recul et tu te dis la séance dans tous les cas elle est faite. Donc à la limite, une séance qui est pas réussie, c'est plutôt une séance qui est pas faite qu'une séance qui n'est pas validée dans les données que l'on aurait souhaité. Et aussi, Strava est un vaste sujet, mais non, mais moi, je suis utilisateur de Strava. Bon, j'y vais plus depuis quelques mois, vu que je suis blessé et que ça m'intéresse pas de voir ce que les autres font, et que ça aurait plus un impact négatif sur moi qu'autre chose. Mais je tends aussi à réfléchir en ce moment en me disant, en fait, Strava, à quoi me sert Strava? À stocker mes données et à voir ce que je fais d'année en année, parce que c'est hyper intéressant et que l'application, elle propose ça. Mais il ne faut pas se comparer aux autres, parce qu'en fait, déjà, on a tous des objectifs différents, on a tous des capacités différentes. Et en plus de ça, la comparaison est une des sensations qui est la plus mauvaise, je pense, sur un athlète ou sur un sportif de tous les jours. Et c'est aussi le phénomène que l'on retrouve aujourd'hui, c'est le phénomène de toujours faire plus, parce qu'un tel a fait ça sur Strava, alors vite, il faut que j'aille faire la même chose. Et ça, je ne sais pas comment toi tu le perçois, mais c'est vraiment ce qu'on ressent en 2025. Ce que tu dis, ça me fait penser, il y a quelques années, j'avais fait une petite mini-enquête, on va dire, sur justement l'utilisation de Strava, mais sur seulement quelques centaines
d'utilisateurs, il y en a qui sont en cours, etc. Et ce qui ressortait, c'est un peu ce que tu dis, c'est que finalement, les gens l'utilisaient. Il faut oublier que c'est quand même un réseau social à la base, hein, donc ça doit mettre en relation des personnes, ça permet de garder des contacts aussi. Et voilà, ça c'est quand même une des premières choses quand on demandait aux gens, mais comment vous l'utilisez? C'était voilà, réseau social, on crée de l'interaction, on aime bien ça, en fait, tout simplement cliquer sur certains boutons, voilà, donner je ne sais même plus comment ça s'appelle, des kudos, etc. Voilà, c'est ça. Et voilà, il y a ce côté-là quand même de faire partie aussi d'un petit groupe, d'une petite communauté. Après, il y avait le côté veille. Moi, beaucoup de coureurs que j'avais interrogés étaient là, ils faisaient de la veille et c'est là on pouvait rentrer dans comme tu dis, un cercle un peu vicieux de tiens, j'ai ma séance, je viens de la finir, mais tiens, lui, il a fait plus vite, lui, il a fait un peu plus. Ah ouais, du coup, c'est pas. On change un peu d'angle de vue, en fait. Et après, il y avait aussi le côté positif, c'est que Strava, ça reste quand même pour moi c'est une gamification pour moi. C'est un peu comme Waze. Voilà, et aujourd'hui, il y a du ludique qui s'invite dans des... On a tous, hein, avec nos montres, hein, finalement, que ce soit, peu importe la marque, on a tous une première interface. Hein, on pourrait déjà se contenter de se connecter à ça. Mais si on met sur Strava, c'est aussi pour justement faire cette communauté et puis créer des échanges. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est justement l'échange. Et dans cette gamification, c'est aussi tous les petits challenges qui existent. On peut tous, à la fin d'une sortie, même pas terrible, on a toujours un petit badge qui arrive, voilà, il y a un petit challenge, etc., qui existe ce mois-là. Et ça, c'est de la même façon que pour la médaille ou le t-shirt finisher à la fin. C'est une récompense, je dirais, facile, en fait. Et pour moi, ça explique aussi le succès, en tout cas, de Strava. Ouais, c'est la dopamine à la fin de chaque... C'est une source de motivation pour beaucoup, je pense. Mais vraiment, je pense que c'est une source de motivation pour beaucoup de tous ces petits segments et autres. Donc, il y a beaucoup de positifs. Je pense que ça incite beaucoup de monde à courir. Et d'un autre côté, comme on disait, la comparaison, ou alors se mettre en avant aussi. Combien d'athlètes... Regarder ce que j'ai fait. Ouais, ça pouvait arriver, mais c'était assez minoritaire quand même. J'aurais pensé que les personnes... Enfin, moi, j'avais analysé quand même beaucoup de comptes, etc. Même dans les questionnaires que j'avais fait passer, c'était pas vraiment le plus, c'était l'interaction, être content de suivre des personnes que tu vois pas parce qu'elles habitent un peu plus loin, etc. Et puis ce côté veille, c'était les deux. Ça se tire un peu ça se tire un peu la bourre en termes de stats, tu vois. Mais le côté vraiment purement mis en avant. Et c'était différencié en fonction forcément du niveau de la personne, du sexe aussi de la personne aussi. Mais c'est sûr, on a tous des gens qui disent sortie cool en 3,30 aujourd'hui. Alors ça, on a tous connu. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque personne est différente et je pense qu'on ne peut pas se comparer à quelqu'un sur Strava. Je connais des athlètes qui font 200 km semaine et c'est juste énorme et ils ont réussi à performer et ils performent très bien. Et toi, tu es là à côté, tu fais tes semaines à 100, 120 km et tu te dis, mais en fait, je vais pas en passer. C'est que chaque personne est différente. On n'encaisse pas la même charge. La charge tous de la même façon. J'ai déjà eu des entraîneurs qui disaient je suis obligé de... il y a des athlètes qui vont chercher les segments Strava. Moi, j'avais des amis, ils rentraient de chaque sortie avec un com, quoi, en fait. C'était l'objectif de la sortie. Mais quand ton footing, tu dois faire ton footing en mode cool, si tu vas chercher des coms, ça n'a pas le même impact, quoi. Donc c'est vraiment, il y a vraiment différentes utilisations de Strava. C'est assez intéressant, mais je pense que ça a un bon impact quand même sur beaucoup de personnes pour inciter à courir et pour le plaisir. Hein. Ouais, donner envie aux gens de participer. C'est intéressant ce que tu dis je reviens un peu sur ce que tu disais. Il y a ce paradoxe un peu dans le trail du je suis normal alors que je fais des choses extraordinaires. Tu parlais aussi de ce mythe du héros. Est-ce que vous pouvez développer un peu là-dessus? Pourquoi ces gens se pensent normales alors qu'en fait elles font des choses vraiment exceptionnelles? Parce qu'il y a peu de gens qui peuvent le faire, je pense. J'attends qu'il y a peu de gens, justement. Parce que quand je regarde le nombre de personnes qui finissent, si on prend le marathon de Paris, il y a quelques années, ça paraissait plus extraordinaire, à mon avis, qu'aujourd'hui. Les taux de finisseurs, ils sont assez importants, même sur des épreuves qu'on estime difficiles. Hein, le marathon des sables, je sais pas, l'UTMB. Il y a quand même... Voilà, c'est pas la Barclay, c'est pas la Terminor en termes de finisseurs. Finir, ça reste une norme quand même. Donc, norme, normale, etc. On peut se poser la question. Moi, je pense que ça fait partie presque d'une rhétorique. En fait, dernièrement, j'ai vu beaucoup le terme normal apparaître. Je sais pas, la marque de Kylian, le dernier film de Clem qui court, etc.
Casquette Verte aussi, sa rhétorique, c'est Johan Stuck, c'est des gens à la base qui disent être normaux, etc. Et qui, à force d'entraînement, et ce qui est vrai, ils sont arrivés à faire des super performances. Donc il y a cette idée qu'on peut y arriver par le travail en courant. Et par conséquent, ça, c'est une super formule parce que il suffit, entre guillemets, que de travailler, mais c'est à la portée de tout le monde. C'est un peu le discours, en fait, qui ressort de ça. Et ça, c'est aussi séduisant parce que ça montre le volontarisme, ça montre qu'on est un peu, j'allais dire, entrepreneur de soi, entre guillemets. Il y a ce côté-là, forcément. Et du coup, c'est applicable à beaucoup de gens. Mais pour autant, si on regarde, moi, aujourd'hui, il y a un mythe pour beaucoup de courses. Si on a parlé de l'UTMB, le mythe, ça reste le Mont Blanc, en fait. Hein. Il n'y aurait pas cette super montagne et il n'y aurait pas ce succès derrière. Parce qu'il y a une histoire, il y a l'alpinisme, parce que c'est un sommet mythique, il y a une altitude qui est rarement, c'est le plus haut sommet aussi d'Europe occidentale, etc. Et donc, par conséquent, ça ruisselle un peu sur l'athlète. Je veux dire que ce qu'il fait là, s'il fait la même distance, le même dénive, mais à côté de chez lui, ça parlera pas parce qu'il n'y a pas cette montagne. Et donc, en sortant, il a pris un peu du prestige du Mont Blanc qu'il a mis sur sa médaille finisher et même sur son maillot, puisque c'est marqué Mont Blanc dessus. Ouais. Et donc là, en fait, c'est là où on touche un peu, entre guillemets, à l'extraordinaire. C'est qu'on va prendre des bouts des symboles, des parts de mythes, et on va se les approprier par l'effort. Mais pour autant, la performance, elle n'est pas forcément toujours extraordinaire. Mais puisque c'est des personnes qui, à côté, ne sont pas athlètes de haut niveau, qui travaillent, etc., là, on se dit, ouais, tout le monde ne le fait pas. Donc, on a cette impression-là. Mais de mon point de vue, on n'est pas dans un... pour moi, j'ai du mal à dire que c'est... qu'on est sur des personnes extraordinaires quand ils finissent juste une course. Et peut-être elles sont extraordinaires pour d'autres choses, mais juste le fait de finir, pour moi, c'est pas suffisant. Mais ça n'enlève rien à la performance. C'est juste une question. Moi, j'ai toujours un peu du mal. Il y a quelques années, je suivais un peu la Saint-Élion. Je suis allé cette année. Je voyais des comptes rendus de course qui m'étonnaient. Moi, je viens des Hauts-de-France et j'habite à côté d'un cimetière militaire, la nécropole de Lorette. C'est un massacre sans nom, un peu comme Verdun. Et quand je voyais des gens comparer, par exemple, la Saint-Élion, mettre des photos de poilus, etc., en disant on est revenu en mode warrior, moi, ça me... Ouais. Je veux dire, je trouvais ça un peu choquant, en fait, finalement. Mais c'est pareil, c'est comment on va jouer un mythe, en fait. Ouais. C'est que on sait que c'était une boucherie, justement, je l'ai dit avant. Et là, on revient, c'était pareil, sauf que ce que j'ai dit du début, c'est que c'est un loisir. On est là pour prendre du plaisir. Donc, à un moment donné, dans la valorisation de l'effort, il faut aussi rester un peu, je dirais, raisonnable, quoi. C'est un peu, moi, mon point de vue sur ça, ouais. Mais c'est personnel. Tu es d'accord avec tout ça? Oui, je suis plutôt d'accord. C'est vrai que moi, quand je fais des ultras, j'ai pas l'impression de faire des choses extraordinaires non plus. Après, c'est sûr qu'aux yeux du grand public, mes parents qui ne courent pas, par exemple, forcément, ça paraît... ça paraît extraordinaire ou incroyable quand ils viennent sur une course. Bon, forcément, ils sont là, ils voient bien la souffrance et autres. Mais à la fois, pour moi, c'est juste se donner les moyens de réussir à faire ce qu'on aime et se donner les moyens de réussir. Après, oui, comme tu dis, on retrouve beaucoup cette... c'est sûr que d'un côté, cette normalité, elle montre à tout le monde que tout est possible. Après, peut-être qu'il y a aussi un ordre. On ne se dit pas du jour au lendemain à faire un ultra. Ça, c'est peut-être ce que ça donne comme image de cette normalité. Il y a quand même beaucoup d'entraînement derrière pour réussir. On ne peut pas se dire demain, je commence et je vais faire un ultra. Enfin, peut-être que chez certaines personnes, ça marche. D'autres vont se blesser. On verra, il y a quand même le projet Zéro Toussaint. Voilà, justement, ça, exactement. Voilà. C'est quoi ce projet exactement, du coup ? Alors, c'est un projet qui est coordonné par Guillaume Millet, qui donc un chercheur très reconnu de Saint-Étienne, voilà, sur plutôt, j'allais dire, des sciences dures. Il a travaillé sur la fatigue neuromusculaire, si je dis pas de bêtises, aussi sur ce genre de choses. Après, je suis pas spécialiste, c'est moi mon domaine, moi c'est sciences humaines et sociales. Mais il a le projet, en tout cas, d'amener des personnes à courir un 100 miles, si je dis pas de bêtises, c'est zéro du canapé, on va dire, jusqu'à un 100 miles. Et c'est un projet sur, je sais plus, c'est une année, je crois. Je crois que c'est une année. Une année, ouais. Donc on verra justement s'il y arrive. Justement, je pense que ça peut changer des choses sur cette idée de extraordinaire, parce que c'est des personnes qui avant étaient peut-être, je sais pas, sédentaires, je sais pas le panel comment elle a sélectionné. Justement, il va prendre des sédentaires, les entraîner sur un an. Voilà, c'est ça. Et donc forcément là,
je pense que je trouve ça super intéressant en fait, parce que ça permettra de se dire est-ce que c'est vraiment des gens extraordinaires ou qui ne savaient pas que c'était des personnes extraordinaires, et je veux dire en termes de capacité c'était ignoré, ou est-ce que finalement avec un encadrement, du temps, etc., ce qui est déjà énorme hein, d'avoir tout ça, c'est pas porté forcément de tout le monde, ça demande des sacrifices entre guillemets, est-ce que c'est possible aussi, et ça honnêtement moi ça m'intéresse beaucoup. Et vous misez sur quoi vous du coup? Vous pensez que ça va être possible pour tout le monde ou qu'il y a quand même Je pense qu'avec de l'entraînement, encore une fois tout est possible, de la volonté, de l'entraînement, et après c'est voilà, au niveau des blessures ça, enfin je pense que il y a quand même une certaine hygiène de vie peut-être à adapter quand tu pars. Enfin, je suis curieux de voir parce que quand tu pars de zéro, ça doit être quand même un choc. C'est quand même un sacré défi. Ça dépend d'où ils partent, exactement. Ça peut être un sacré défi. Après, ça dépend aussi où ils arrivent en fait. Parce que si l'objectif c'est juste la ligne d'arrivée, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà énorme. Si c'est la ligne d'arrivée ou si c'est de faire sous les 30 heures sur un 100 miles. 100 miles, ça fait combien de kilomètres? 160. Ok. Donc c'est ça, je sais pas. Je pense que le critère c'est vraiment la ligne d'arrivée d'après ce que j'ai lu. Je pense. Donc pas de ce qui sera déjà très très un beau projet quoi. Je veux dire. C'est un projet moi je trouve qui est très novateur et qui est stimulant franchement. Et qui va peut-être ouvrir des portes aussi, élargir encore le spectre de ce sport. Hein. Ouais, justement, ça va, je pense, amener encore plus de personnes à s'intéresser à ce sport si vraiment on montre que vraiment tout le monde peut y arriver. Ouais, exactement. Et du coup, parce que pour vous, tout le monde est capable de courir un trail avec de l'entraînement. Vraiment tout le monde. Dans l'absolu, je vais pas dire tout le monde forcément parce qu'il on parle pas de cas vraiment spécifiques avec pathologie ou quoi. Je parle vraiment de monsieur et madame tout le monde. Après, l'avantage en fait, c'est qu'aussi on a tellement une pluralité d'efforts et de formats qu'aujourd'hui on peut être trailer en faisant des formats très très courts et trailer en faisant des formats aussi très très longs, en les faisant rapidement. C'est quoi le minimum et le maximum en termes de format, si vous le savez? Le minimum pour moi c'est le KV. J'allais dire en termes de durée d'effort, c'est ça, oui. On est sur du combien de temps à peu près? Moins de 30 minutes pour les meilleurs, le record c'est même... Et c'est combien de kilomètres? C'est 1 kilomètre vertical, donc le plus court, c'est 1000 mètres de dénivelé positif et le plus court possible en termes de distance. Je crois on va dire autour de 3-4 maxi. Quoi. Je sais plus combien, quelle est la distance de Fouly, mais... J'aurais dit un peu moins de 3, mais je vais pas dire... Non, c'est vraiment court. On va pas dire de bêtises, mais c'est vraiment question court. Piège, c'est ça, et après, le plus long, c'est... maintenant, on a la Swispeed qui fait... les 700. 700, on a des courses qui ont même dépassé. Il y avait une course il y a quelques années, ne serait-ce que les Pyrénées, en fait. Il y a une course qui existe, la Transpyrénéa, et ça fait 900 km. Ouais, c'est ça, il y a vraiment des ultra distances. Ouais, des ultra distances, ouais. Mais aujourd'hui, c'est ça, tout le monde peut... Il y a des trails qui font, on voit la Short Race, 16 km. Tout le monde, c'est aussi... tout le monde peut se dire trailer. Je veux dire, il y a pas de... On va pas dire, toi, tu es un trailer qui fait des courtes distances. Enfin, je veux dire, tout le monde est trailer à partir du moment où il court dans les sentiers et en montagne, quoi. Enfin, en montagne ou pas, d'ailleurs. Montagne ou pas, d'ailleurs. Montagne ou pas, d'ailleurs, combattant. Pourquoi c'est un sujet, du coup? C'est que dans l'imaginaire, le trail, il est par rapport à ce qu'on a dit avant, justement, les symboles. D'ailleurs, la plupart des spots de pub pour le trail sont tournés en montagne quand même aujourd'hui. Donc, il y a l'UTMB, c'est des qu'on entend souvent revenir. Il y a cet imaginaire du dénivelé, du technique quand même qui est associé à la discipline, parce qu'il faut l'opposer vraiment à la route, en fait, d'une certaine façon, et que quand on est sur... je sais pas, 2000 mètres et qu'il n'y a pas de route à la vue, forcément, on est dans du trail. Mais pour autant, moi j'ai dit, je viens des Hauts-de-France, il y a des très beaux trails dans les Hauts-de-France aussi, qui sont sur le terrain technique. Alors, on va pas forcément jouer sur le dénivelé, mais courir dans du sable, c'est pas forcément non plus toujours évident. Il y a des trails urbains aussi, alors qui existent... pas très loin même dans la région, du côté de Lyon, il y en a à Besançon aussi, si je dis pas de bêtises, même à Paris, il doit y en avoir, je pense à Cascaders qui l'a réalisé aussi, c'est les courses qu'il organise. Et en fait, le trail, je pense que
faut pas forcément voir ça. C'est un peu la question. Est-ce que c'est du terrain, le revêtement? Il y a toujours garder déjà cette notion de plaisir, de valeur aussi, en fait, où l'idée, c'est pas forcément juste de performer, c'est aussi sortir de son cadre, en fait. C'est que on peut connaître très bien Lyon et puis, en fait, faire le Lyon Urban Trail et découvrir encore sa ville et de passer dans des marches, etc. Il y a des sentiers qui sont ouverts ou des propriétés ouvertes que à cette occasion. Et ça, là, on est dans cet esprit un peu de trail qui est un esprit de découverte, quoi. Découverte du coup de la ville, de la culture et de soi aussi. Ouais. Et est-ce que pour vous, on crée une religion du dépassement un peu dans ce sport? Moi, je pense que c'est dans tout sport. C'est cette idée Mais la religion, ça marche bien parce que c'est un peu... je repense un peu à des vieilles phrases, même de philo, l'opium du peuple, etc. Il y a un peu ce côté-là, quand même, dans le sport. Il y a des chercheurs, même en sociaux, qui avaient établi ça. C'est que, justement, le sport était l'opium du peuple, en fait. Et pour moi, c'est... Forcément, le trail, aujourd'hui, ça fait partie d'un sport, ça fait partie de la société. Donc, c'est normal qu'on retrouve ces caractéristiques et d'autres à son échelle, quoi. Simon? Oui, non, je suis assez d'accord. Et pour moi, le trail, maintenant... Et j'ai testé, évidemment, j'ai fait un trail de 35 km et 500 de D+, vers Paris, pas loin, justement. C'était pas l'éco-trail, mais ça passait dans des champs, il n'y avait pas de sentier, dans la forêt, des choses comme ça. Et ce que j'en garde comme souvenir, c'est que c'était un trail, c'était, on va dire, hors des hors des sentiers battus, quoi. C'était vraiment... moi, je considère un trail un moment où il y a plus des 3/4 hors de la route, quoi. Pour moi, c'est du trail. Je veux dire, après, tu vois, la Saint-Élion, c'est pareil. En réalité, ça reste un trail. Enfin, je veux dire... et ça, au final, c'est ce que j'en ai retenu, c'est que je me suis dit, certes, il y a des formats qui sont plus roulants que d'autres, qui sont plus techniques que d'autres, mais au final, le trail, c'est vraiment un mot au sens large, quoi. Alors, des fois, on commence à parler de course nature, cross, c'est différent pour le coup, mais ouais, on se dit, mais est-ce que c'est un trail ou une course nature ou, bon, en fait, à partir du moment où on a des chaussures de trail au pied, j'ai envie de dire, il y a pas de... Moi, je suis pas sûr qu'il y ait tant de questions à se poser. Il y a longtemps, il y a quelques années, on avait posé la question un peu de la définition même du sport, et il y a des chercheurs de l'INSEP qui avaient dit le sport, en fait, c'est ce que les gens... c'est ce que les gens disent quand ils... Je ne sais plus exactement, mais en gros, dès que les gens disent qu'ils font du sport, c'est du sport. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, on pouvait mettre aussi bien de la pétanque, du bowling, mais si pour eux c'était du sport, ça faisait partie des sports. Et en fait, le trail, c'est la même chose. C'est que dès que les gens disent qu'ils font du trail, ça en est, parce qu'en fait, ça devient une des représentations, une des facettes du trail parmi tant d'autres. Alors bien sûr, il y a celle qu'on connaît, mais peut-être il y a des gars qui pensent faire du trail, des filles qui vont se faire du trail, qui disent faire du trail, et que c'est pour d'autres, ça serait peut-être de la route, mais en fait, parce que ça devient, en fait, il y a un pouvoir un peu normatif aussi de dire, là, c'est du trail, donc oui, il y a autour des valeurs qui vont arriver, des représentations, des façons de faire, et le trail, en fait, c'est un peu une boule il y a une boule miroir un peu où il y a plein de facettes différentes, et c'est toutes ces facettes mis bout à bout qui font la discipline aujourd'hui, avec des épreuves. Moi, la question de la terminera, on me l'a dit plein de fois, c'est pas du trail. Et il y a des... oui, c'est sûr que c'est pas du trail, il n'y a pas de balisage, il y a du dénivelé, la vitesse horaire, etc. C'est plus près d'une rando, etc. Et on peut se poser la question. Justement, toi qui as fait du coup de la recherche là-dessus, comment dans la recherche, dans la littérature scientifique, on définit le trail ? Il y a une définition claire déjà ou c'est... En fait, souvent, la difficulté, c'est qu'il y a des travaux anglo-saxons qui l'ont bien défini, etc. Ça reste, ils le définissent comment, eux ? Moi, la définition que je reprends souvent, en fait, j'ai fait un peu un mix de plusieurs définitions. Moi, je dis que c'est une pratique qui est déjà... qui est auto-structurée quasiment. Il n'y a pas la fédération aujourd'hui, ça serait l'athlé, concrètement, où elle a peu de pouvoir par rapport à des organisateurs, par exemple. Aujourd'hui, c'est quand même les organisateurs qui, pour moi, font le trail, peut-être même de demain. C'est avant tout sur du terrain, moi, je dirais technique. Technique, ça peut être de la boue, ça oppose justement au revêtement du tartan, du macadam, et sur des distances, des formats, des temps d'effort allant d'1 heure à plusieurs jours. Moi, c'est un peu, du coup, ça permet d'avoir une définition très globale. vaste.
et d'inclure finalement, enfin de pas exclure des gens qui peut-être le feraient dans certains milieux et que les purs montagnards diraient non, ça en est pas, etc. Non, ça en fait partie aujourd'hui. Ouais, c'est ça, il n'y a pas besoin d'habiter en montagne pour faire du trail. Exactement. Voilà. Ouais, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent revenir, que le trail c'est en montagne et c'est bien de démystifier Il n'y un a peu. pas besoin de faire de l'ultra pour faire du trail non plus. Ce que je veux dire par là, c'est Non. que si on regarde un Oui, peu oui. les stats, c'est moins de 15% du peloton. Hein, C'est aujourd'hui. sûr qu'aujourd'hui, l'ultra, que ce soit au niveau marketing ou Médiatique. médiatique, c'est ce qui intéresse le plus. Au final, des athlètes qui font de la course en montagne, et moi je trouve ça très impressionnant, mais je le vois au niveau des marques, ça n'intéresse pas. Le trail court, ça intéresse, mais beaucoup moins que l'ultra quand même. Aujourd'hui, Même si c'est la majeure partie du peloton qui fait des formats Oui, c'est maxi ça. marathon, on va dire. Ah oui, c'est ça. Et en fait, ce qui intéresse les marques, c'est peut-être aussi d'impressionner et on vend peut-être plus facilement une histoire, qui peut une être image. une image à mythe. travers l'ultra, un Ouais, mythe. ouais. Et justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quelque chose que vous essayez de construire autour des athlètes que vous encadrez. Cette création d'histoire, de mythes, elle est Exactement. importante pour toi? Ouais, exactement, c'est ça. Aujourd'hui, les marques, ce qu'elles recherchent, c'est pas uniquement des athlètes pour performer. Aujourd'hui, je pense que ce qu'on vend, c'est une histoire, une expérience, et pas en mode tel athlète, on l'accompagne parce qu'il y a une telle course. Alors certes, la performance est au cœur du sujet, mais aujourd'hui, moi je vois des marques, et je travaille avec des marques qui veulent accompagner des athlètes pour leur histoire, et ce qu'on peut raconter autour de l'athlète, et pas uniquement, on va dire que tel athlète a gagné l'UTMB. Certes, c'est super, au niveau médiatique, ça va être incroyable, mais tout au long de l'année, la communication, elle s'articule autour de L'histoire l'histoire. On voit des athlètes qui sont aussi boulangers, des athlètes qui sont poissonniers ou qui font d'autres métiers à côté, en fait. Il y a plein d'athlètes de haut niveau qui ne vivent pas de leur sport à 100%, alors soit parce qu'ils veulent pas, soit aussi parce qu'on est un sport tout jeune et que les budgets sont pas encore explosifs, même si ça tend à l'être. Là, l'idée, c'est vraiment pour une marque de vendre vraiment le projet d'un athlète, et pas bien sûr, les performances, elles vont être au cœur du sujet, mais moi, c'est vraiment ce que je ressens, en tout cas au niveau des demandes, et je travaille avec des marques comme Kailas, qui arrivent sur le marché du trail en France, parce qu'elles sont leaders sur le pays asiatique, elles sont gigantesques là-bas, et elles arrivent là, et oui, on veut des gros athlètes, mais on veut des athlètes qui partagent une histoire, qui ont des valeurs, qui veulent travailler avec la marque, parce que la marque les intéresse, quoi. On veut pas des athlètes qui veulent travailler avec la marque parce qu'il y a tant de budget qui est proposé. C'est ça aussi le sujet, c'est qu'on veut des athlètes qui veulent travailler avec nous parce que le projet leur plaît, parce qu'il y a une certaine proximité, parce que les produits sont qualitatifs évidemment, mais maintenant beaucoup de marques proposent des produits de haute technologie. Mais ça, c'est vraiment aujourd'hui ce qu'on ressent au niveau des marques avec lesquelles on travaille, en tout cas. Est-ce qu'on veut des athlètes à qui on peut s'identifier aussi, du coup, par rapport au... C'est très important au final, parce que pour derrière vendre des produits, il faut que... D'où l'idée de normalité aussi, c'est Ouais, quelqu'un qui travaille, etc. Ton boulanger, dont tu parles, ton poissonnier, qui court à côté, tu dis c'est possible pour moi aussi, quand toi tu es récepteur de la vidéo. Ouais. C'est ça, exactement, c'est que le grand public doit pouvoir s'associer à ces athlètes. Et faire des choses impressionnantes, c'est super, mais à côté, comme tu dis, on retrouve une certaine forme de normalité, où c'est des gens qui travaillent à côté, on le voit, il y a plein d'athlètes qui travaillent à côté, et c'est aussi quelque chose que les marques aiment mettre en avant d'ailleurs, parce que au final, les personnes, le grand public qui va vouloir préparer un trail, il va travailler à côté dans tous les cas. Et je pense que... Vas-y. Je pense vraiment, c'est ce qui est... Faut pas oublier aussi, le trail, en fait, c'est que ça marche très bien, je veux dire, visuellement, plus maintenant avec les drones, etc., mais ça a un pouvoir d'image de fou, et le narratif, ce que tu dis, ça se complète super, et qu'on réfléchit même, on fait des stories quand même, à raconter des histoires autour d'événements et tout ça. Et moi, l'impression que j'ai l'impression qu'au début, et peut-être sur justement des marques qui se développent aujourd'hui, tu parlais de Kailas, etc., j'ai l'impression que le premier discours, c'était justement les athlètes un peu d'exception, tu vois, qu'on essayait un peu de ramener, tu vois, je pense à François Daen, le viticulteur, tu sais, on essayait de les ramener un petit peu à un concret pour
mais ça restait leurs performances exceptionnelles qui étaient Oui. mises en avant. Et les premiers athlètes, moi je me souviens de certains chez d'autres marques, Red Light, etc., ça restait des athlètes qui étaient quand même assez élites. Ouais. Et une fois que le plafond, finalement, il y a peut-être un plafond dans, je sais pas, dans le nombre d'adhérents était suffisant, bah maintenant, il n'y avait plus forcément besoin d'aller chercher ces explorateurs, etc., même s'ils existent. Hein. Kylian, aujourd'hui, c'est toujours exceptionnel ce qu'il fait, etc. Même Mathieu Blanchard s'est traversé en bateau, enfin bref. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu es obligé quand même plus de paraître. La masse est suffisante pour juste avoir ce discours un peu plus... normalité. Ouais, on va dire plus grand public, en fait, finalement, sur la normalité, exactement. Ouais, je suis d'accord et je pense que... Oui, les marques, c'est ça, au début, même moi, c'est vrai qu'au début, le trail, on voyait les performances de Kylian et c'est ce qui a impressionné. Et au final, Kylian redéfinit un peu ça aussi parce que là, clairement. en faisant des projets qui sont lunaires, mais qui a sûrement que lui qui peut faire d'ailleurs, mais qui sont ouf, qui durent plusieurs jours, plusieurs mois. Mais en fait, c'est pas des courses. Et du coup, il y a aussi cet aspect-là où il raconte quelque chose. Bien sûr, il y a la performance derrière, mais c'est aussi la globalité du projet en lui-même qui raconte. Et au final, je pense que cette notion de projet off aussi et de record, tu vois, comme le GR20 ou autre, ça intéresse les marques parce qu'on va raconter tout un projet derrière. Et pas seulement en mode oui, tel athlète a fait ce record ou tel athlète a gagné cette course, mais en fait il y a toute une histoire derrière aussi qui est important de mettre en avant. Et avant, on était peut-être au début beaucoup en mode on racontait pas tout ça, je pense. Voilà, c'était tel athlète a gagné, il appartient à telle marque, super, ça fait de la visibilité. Ce qui est chouette et ce que les marques elles cherchent toujours quand même. Mais derrière ça, il y a vraiment cette notion globale d'histoire de qui est la personne, quoi, et comment elle est venue au trail et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Et ça, je pense que ça inspire beaucoup les gens. En fait, aujourd'hui, on veut inspirer le grand public. Et ça passe par ça et pas uniquement par les performances. Et justement, pour vous, est-ce que ce marketing, cette com, elle amplifie le phénomène ou elle suit la demande ? Elle amplifie la demande dans quel sens, venant des marques venant justement de cet engouement un peu de la population générale, on va dire. Oui, elle participe. Oui, les athlètes inspirent beaucoup, je pense, et ça contribue à inspirer, à inciter les gens à courir et à se mettre au trail. Hein. Ouais, et puis d'une certaine façon, je pense, c'est que globalement, quand tu as des personnes qui ont un discours qui va changer, je pense par exemple Clem qui court, il y a aussi un fun, tu vois, sur Courtenay, moi je l'ai interrogé, il y a ce côté fun, tu vois, qui ressort. Et ça, moi je suis allé à Saint-Élion, j'ai eu plein de gens, alors je sais pas si c'est un effet de mode que je suis pas, etc. Mais même d'apparence, tu vois, qu'il y avait un mimétisme presque avec Clément et tout ça. Et je pense qu'en fait, ça va influencer aussi dans les façons de faire. C'est-à-dire que tu n'es pas juste obligé de dire mon objectif, c'est de faire telle course et de faire le temps. C'est aussi peut-être de faire des défis un peu des pas de côté, d'aller sur des courses. Puis même dans le vocabulaire, je sais pas. Je pense que ça change aussi la façon dont. C'est une représentation. Donc forcément, derrière, tu vas te l'approprier, tu vas t'en inspirer. Et moi, je le vois comme ça, en tout cas, dans ce que j'ai observé récemment. Ouais, on casse les codes un peu. Quand tu vois Courtenay avec son short de plage sur la route, les bonbons, c'est magique. Je veux dire, tu vois, c'est tout bête, mais Clem, c'est pareil. Ça montre que notre sport, c'est pas un sport qui est pénible à pratiquer et qui est cool et qu'on peut s'amuser. C'est ça. Et au final, ça démocratise notre sport. Hein, vraiment, je pense que ça le vulgarise et ça le démocratise à un public bien plus large parce que Clem il cible pas forcément des gens de haute performance, je veux dire. Après moi sur la démocratisation en elle-même, le mot c'est plus le côté relou qui va apparaître, mais peut-être c'est déjà auparavant, j'en suis pas rendu compte, mais moi je vois plus la massification, c'est que tu as plus de gens, mais ils se ressemblent toujours en fait. Si tu regardes leurs critères, les métiers que font les gens, d'où ils viennent, l'âge, etc., même en termes de féminisation, on voit que c'est super lent quand même. Moi je travaille sur le trail depuis 2016-2017, on a pris quelques pourcents sur les grandes courses. Mais à peu près à combien là en ce moment en termes de répartition? Ça dépend des courses concrètement, mais pour moi, tu as un genre de plafond quand même à 25% sur des gros ultras. Et 25% de femmes et 75% d'hommes. Ouais, et on n'est pas sur le marathon. Le marathon, tu as plus pour moi, tu es plus à parité sur certains événements. Ça dépend, mais globalement, tu vois, quand moi j'ai commencé, c'était
il y avait des 15-16%. On voit que c'est très lent quand même. Et comment vous l'expliqueriez, ça? Ça faudrait faire une étude dessus. Non, mais il y a des études en cours, en fait, Ok. qui, justement, se prennent en compte justement, essaient de répondre à cette question de différence aussi dans la pratique, dans l'implication. Il y a forcément des représentations. Moi, j'ai suivi une athlète qui me disait elle s'était mis des barrières, en fait. Mais ça, c'était cette athlète-là. Je pourrais pas généraliser, forcément. Mais pour le coup, ce que je veux dire, globalement, c'est qu'il y a plus d'athlètes, c'est sûr, plus de coureurs, de trailers. Mais globalement, ils se ressemblent quand même encore beaucoup. Concrètement, des ouvriers, il y en a moins que des cadres, et c'était déjà le cas il y a quelques années. Il y a même depuis des années, je dirais, en fait, ça a toujours été le cas depuis l'essor du hors-stade, quoi. Mais c'est juste qu'il y a de plus en plus de personnes, donc on a tendance à dire, ça se démocratise, mais c'est un biais pour moi de langage, parce que il y a plus de chances de faire du trail quand on vient d'un certain milieu qu'un autre. Quand même, ça, c'est une donnée qui n'a pas changé, malgré le fait qu'il y ait plus de monde. Et pareil, Pardon. Non, j'allais dire comment vous l'expliqueriez, justement, ça aussi. Il y a une explication derrière ou... Déjà, les dossards qui impressionnent, je m'entends, mais les dossards où le lundi matin, tu vas arriver à la machine à café et tu vas dire j'ai couru l'UTMB, c'est des dossards qui coûtent cher quand même. Je veux dire, là, on prend une dynamique quand même d'augmentation des prix quand même assez importante. Donc ça, je pense que c'est un premier point. C'est celui qui me vient en tout cas. Et même au niveau du matériel, quand même, on a des prix, on a quelques marques comme Decathlon, on peut encore trouver du matériel pas cher, je veux dire, mais on a quand même des prix qui tendent ça a augmenté quand même. À augmenter quand même, voilà. Là, mais après, il faut oublier que tout à l'heure, on a parlé d'histoire, mais c'est des histoires en fait. Le sport, c'est les mythes, etc. Là, on a parlé des Jeux Olympiques, même de l'Antiquité, c'est des histoires en fait, tout ça quand même. Et une histoire, on peut la raconter à plein de personnes. Il y en a pour qui ça va faire tilt et il y en a plein qui vont s'en foutre, qui vont être sur leur téléphone, ils vont pas écouter. Et globalement, en fait, c'est quand même ça, en fait. C'est qu'est-ce qui fait que l'histoire, elle va être reçue? Qu'est-ce qui fait qu'on va entendre une histoire sur le trail et qu'on a envie de se dire, j'ai envie d'être le héros de cette histoire, j'ai envie de la vivre. Et en fait, ça, c'est lié quand même à des représentations, forcément, qu'on va avoir, qui nous viennent de notre milieu, etc. Et si je regarde un peu l'histoire de l'endurance, en général, même de l'alpinisme, les pionniers de l'alpinisme, c'était des gentlemen anglais issus d'une certaine, j'allais dire presque une certaine caste, et une petite noblesse, etc. L'athlétisme, à la base, si les Jeux Olympiques, on ne faut pas oublier, si il n'y a pas de revenus, c'est de la matériel, c'est parce que il faudrait pas qu'un noble qui court gagne de l'argent en faisant du sport, quand même. Donc, il y a cette notion-là, et en fait, c'est une notion, on va dire, d'endurance, d'abnégation, de dépassement de soi, c'est des notions qui ont toujours été portées quand même par des groupes, on va dire, privilégiés. Et donc, par conséquent, en fait, dans le trail, ça reprend un peu ces codes. C'est l'endurance, l'alpinisme, on va dire, on se fait les deux, le dénivelé et la longue distance, on va retrouver ça. Donc, pour que ça se diffuse dans toute la société, forcément, c'est très descendant, en fait. Et aujourd'hui, c'est ce qui explique, pour moi, qu'on n'est pas descendu... on va dire, on n'a pas fait la pyramide jusqu'en bas. En fait, c'est un peu ça, cette représentation que je vois. Mais ça vient quand même de ça. Ces représentations vont conditionner comment on va recevoir une histoire. Enfin, forcément. Et ça, c'est quelque chose avec lequel tu es d'accord, toi, Simon? Que tu remarques au quotidien Ouais, non, je suis assez d'accord là-dessus. Ouais, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Non, C'était parfait. Je suis assez d'accord là-dessus. Non, je partage le point de vue et moi, je repensais, là, en t'entendant parler c'est vrai, on a un sport qui est pas structuré, quoi. Je veux dire, les grosses organisations ont encore c'est elle qui structure, en fait. C'est elle qui structure. Qu'est-ce que vous entendez par pas de structuration? En fait... Vas-y. Cette année, on a un cas spécial, mais il faudrait demander aux personnes, par exemple, qui a gagné même à des trailers, qui a gagné le championnat du monde de trail, par exemple. Cette année, on sait que c'est un Français, on va le savoir, parce qu'on a cette focale un peu France, quoi. Mais si l'année prochaine, je ne sais pas si c'est un athlète espagnol ou italien, américain, je ne suis pas certain qu'on le saura. Par contre, si on demande à quelqu'un qui a gagné, je veux dire, l'UTMB ou peut-être même la Saint-Élion, je pense que les gens ont plus de chances que les gens le savent. Ce que je veux dire, c'est que par là, aujourd'hui, ça c'est quand même très... À l'inverse, par contre, on dirait, tiens, qui est champion du monde sur 100 mètres? Les gens vont le savoir. Et donc, ça montre en fait qui a
pour moi, j'ai le pouvoir. En fait, finalement, c'est un peu ça qui est capable aujourd'hui de dicter une norme pour la discipline. Et c'est des gros organisateurs qui, d'ailleurs, ces dernières années, ont eu tendance aussi à se regrouper. Hein, quand même, après le Covid, hein, au début, c'était le CESO. Maintenant, ça a évolué. Le nom a changé. Ils se regroupent. On voit des rapprochements. Il y a Ironman avec l'UTMB. Il y a quand même une logique quand même qui existe aujourd'hui. Et c'est eux qui structurent. Et pour le coup, les fédés sont un peu à la traîne. Mais derrière... ça montre vraiment comment ça fonctionne aujourd'hui le trail. En fait. Ouais, clairement. Moi, je suis fan de saut à la perche, tu vois. Qui a gagné le concours de Renaud Lavillenie, le Star Perche à Clermont, je suis pas sûr que les gens sachent, alors que le champion du monde de saut à la perche enfin, tu vois, les gens connaissent, et nous, on est dans un sport où comme tu dis, hein, tout le monde sait qui a gagné l'UTMB, et on voit le monde à Chamonix. Enfin, j'étais aussi au championnat du monde en Espagne quand ils ont lieu, là, à l'automne. Et en fait, tu vois, déjà, il n'y a pas grand monde. Hein, c'est assez intimiste. Certes, c'est aussi peut-être parce que c'est très élitiste, je veux dire, un championnat du monde. C'est pas ouvert au grand public. Enfin, c'est pas ouvert. Tout le monde ne peut pas y participer comme un UTMB. Et ça vient aussi de là, peut-être, vu qu'on est dans un sport jeune. Mais aussi, on a beaucoup plus de médiatisation sur les gros événements comme l'UTMB. On voit des créateurs de contenu à l'UTMB. On n'a pas au championnat du monde. Enfin, il y a aussi tout ce développement médiatique et marketing autour de l'UTMB qu'on ne retrouve pas ou alors très peu sur des championnats du monde de trail. Et c'est ça aussi qui fait que... Et puis aussi, peut-être aussi côté financier, hein, parce que l'investissement financier pour des championnats du monde, il est minime par rapport à ce qu'on retrouve, que ce soit UTMB, Templiers, Saint-Élion, des gros événements comme ça, Ultramarins, enfin, il y a... Ouais, c'est sûr. Puis même la dynamique, médiatiquement, c'est vrai qu'on n'aurait pas un Français qui, avec cette performance cette année, je pense qu'on en aurait beaucoup moins parlé. C'est même certain, c'est toujours un peu la logique de la proximité avec le fait, hein, mais puis après, il y a la question de l'histoire aussi, en fait. C'est que finalement, l'histoire, tout à l'heure, on parlait de mythes, etc. On n'a pas moins parlé des courses américaines, mais sur toutes les épreuves qui fonctionnent. La western, on sait, il y a cette course de chevaux qui existait avant. On a la Leadville, c'est la même chose aussi. Sur la Barclay ou la Terminorum, on a aussi des histoires. Là, sur le championnat du monde, en fait, l'histoire, tu sais que quelqu'un va gagner à la fin. Oui. Et finalement, c'est tout le temps la même. C'est uniquement axé performance. Hein. C'est sûr que cette notion d'aventure, enfin, moi, quand je prends le départ d'une course, même si c'est pour performer, il y a toujours cette notion d'aventure parce que, bon, je ne sais pas ce qui va se passer, même si j'espère maîtriser le maximum de paramètres, mais il y a quand même vachement cette notion d'aventure. Et encore une fois, les gens s'associent aussi à cette notion d'aventure, de défi, et sur des championnats du monde, c'est des athlètes qui sont parfois dans les meilleurs, c'est sûr, de notre sport, mais pas forcément le top du top tout le temps, ça arrive aussi. Oui, c'est vrai. Ken Jarrett, il n'a jamais été champion du monde, alors qu'il a été champion de ski alpin, hein, si je ne dis pas de bêtises, plusieurs fois. Et si on regarde un peu aussi, il y a ce côté de proximité, c'est qu'aujourd'hui, on connaît tous quelqu'un qui a fait un UTMB ou même qui a fait le dernier UTMB, alors que en fait, ça paraît très loin de soi, même quand on est pratiquant. On se dit, mais ouais, il y a les champions, là, on regarde, c'est lui qui a gagné. Ouais, ok, bon, c'est qu'il est fort, ok, très bien. Mais il n'y a pas ce côté, on a participé d'une certaine façon à cet événement, alors que UTMB, un jour, moi, j'ai pas fait UTMB, j'ai fait la CCC. Du coup, c'est un peu pareil. Oui. Et il y a un peu ce côté, identification, elle est beaucoup plus forte, forcément. L'attractivité est beaucoup plus forte vers un UTMB. Et puis, championnat du monde, c'est un titre, mais l'UTMB, c'est vraiment... Enfin, moi, je trouve, moi, je mets tout le temps cette notion d'aventure au cœur du projet, parce que des championnats du monde, tu les partages sûrement aussi avec tes amis, mais potentiellement moins qu'un UTMB ou une course comme la Maxi Race. Tu vois, il y a cette notion de partage, il y a cette notion où tes amis ils vont te faire les ravitaux. Sur des championnats du monde, c'est pas tes amis qui te font les ravitaux. Enfin, il y a toute cette... Aujourd'hui, je pense qu'un UTMB est beaucoup plus attractif pour un athlète qu'un championnat du monde, même si personnellement... Pour les sponsors aussi, de toute façon. Et pour les sponsors aussi, c'est aussi ça, voilà. C'est que les sponsors... Alors, tu vois, il y a certaines marques qui sont OK, bien sûr, pour que les athlètes fassent les championnats du monde. Mais dans leur planning, moi, je vois les marques, les premiers circuits, ça reste UTMB, Golden Trail Series, parce que c'est là où il y a de la visibilité. Pour une marque, on cherche la visibilité.
Tu vois, si tu gagnes les championnats du monde, ok, à la limite, mais si tu fais 15e des championnats du monde, qui va le savoir? Personne, je veux dire. Donc, après, voilà, c'est la passion de représenter son pays et autres. Et tu vois, même moi, ça me fait quand même rêver. Mais des grosses courses comme l'UTMB, je pense que ça attire beaucoup plus d'athlètes que des championnats du monde. Et on le voit aussi, comme tu disais, Kylian n'a jamais fait des championnats du monde. François, à moins que je me trompe. Xavier Thévenard l'a fait. Voilà, Xavier. Je pense qu'il les a fait. Ouais. Mais il y a beaucoup de gros athlètes connus qui n'ont jamais fait de championnat du monde. Donc, Jim Wamsley qui a fait récemment, je pense, c'est celui qui jouait sur les 2 tableaux. C'est ça, oui, c'est ça. Parce qu'il était blessé aussi. Qui a choisi l'OCC pour faire... Là, cette année, c'est vrai qu'au niveau de la France, on interdisait les coureurs de courir à l'UTMB s'ils faisaient les championnats du monde, par exemple. Donc, c'est aussi des choix à faire en tant que coureur. Tu te dis, voilà, UTMB cette au année... championnat du monde. Et puis, les championnats de France sont très tôt dans la saison, en mars. Ça veut dire que... Pour se qualifier au championnat d'Europe l'année prochaine, il faut courir les championnats de France en mars. Donc, ça veut dire qu'il faut courir tout l'hiver. Or, les athlètes d'ultra ou même de trail, beaucoup skient l'hiver. Enfin, beaucoup aiment le ski alpi. Qu'on voit des Ludo Pomeré qui ne font pas de course l'hiver, quoi, quasiment. Il a fait le Ventoux plusieurs fois au mois de mars. Voilà, c'est ça, au mois de mars. Mais souvent, c'est un peu la course de reprise. Or, pour des championnats de France, tu vois, tu es obligé de courir l'hiver. Ça peut pas être ta course de reprise si tu veux performer. Donc... au final, c'est beaucoup de contraintes aussi qui vont peut-être à l'encontre de ton plaisir à toi et de ce que tu as envie de faire. Et ça, je pense que c'est une notion importante chez les athlètes. Et tu disais que c'était un sport qui était quand même assez jeune. Et comment justement vous allez voir, vous voyez vous l'évolution du sport? Est-ce que c'est une mode qui va s'estomper, ça va faire que de grandir? Est-ce que ça va se structurer? Ça essaye de se structurer parce qu'on voit là le classement des teams qui a évolué récemment. Justement, Joseph a été aussi à l'initiative, mais toujours avec Fred Bousseau, qui est un peu la tête pensante du trail depuis des années. Et là, ils ont fait évoluer le classement des teams et un peu version vélo. Un peu, alors, j'ai plus les noms en tête, mais il y a un peu World, il y a... Continental, je crois. Ils ont fait 3 circuits, un peu comme on retrouve dans le cyclisme. Et ça tend, en fait, ils essayent depuis quelques années à tendre vers quelque chose de plus cohérent. Parce qu'aujourd'hui, aux yeux du grand public, c'est difficile à lire, le trail. Entre ceux qui font le circuit UTMB, le circuit Ligue Ultra, le circuit Golden, il y a plein de circuits. Et comment on s'y retrouve au final? Ouais, c'est dur. Même les athlètes ont du mal. Je me souviens de Xavier Thévenard, il y a quelques années, il donnait une interview, il disait que c'était pour lui-même illisible parfois. C'est ça. Et au final, il y a plein de circuits. On ne peut pas être partout. Les marques, elles tendent à ce qu'on fasse tel circuit plus qu'un autre. Mais aux yeux du grand public... si je prends, tu vois, mes parents, ils y comprennent rien parce qu'en fait, tu vois, d'un côté, il y a les Bayou UTMB, d'un côté, il y a les Golden. Et donc, on a besoin de structurer ça aussi pour notre sport. On voit au niveau des primes, pareil, ça évolue pour les athlètes. Il y a tous ces sujets-là, même au niveau des sponsors, franchement... c'est quand même un peu le fouillis, même si on essaye de structurer ça au mieux. On voit, tu vois, on est un des seuls sports, il y en a sûrement d'autres, mais où les gros événements comme ça, alors Ironman, c'est le même groupe qui a repris une partie de l'UTMB, mais on voit Ironman en triathlon, alors, les championnats du monde de triathlon, les gens suivent, mais tu vois, Ironman, ça a autant d'impact médiatique. Et c'est en fait, ce qu'on retrouve dans le triathlon, c'est vraiment ce qui se passe dans le trail. C'est vraiment le même schéma. C'est quelque chose avec lequel tu es d'accord, justement? Moi, je connais pas bien le monde du tri, quand même. Je connais le monde du trail, on va dire. Moi, j'ai plus vu des... Après, je travaille sur des épreuves aussi très particulières. J'ai fait des questionnaires sur avec des athlètes qui faisaient des courses classiques, mais je les ai pas forcément interrogés sur ça et j'ai pas moi observé je sais qu'il y a des rapprochements, on l'a dit, avec Ironman Group et l'UTMB, etc. Ça, c'est documenté aussi, mais c'est pas quelque chose que j'ai creusé plus que ça. Après, sur l'avenir, un peu la question de base de comment je voyais moi la discipline, moi je pense que au début, quand tu as expliqué, quand tu as fait ton intro, tu as dit que c'est une discipline qui est en train d'exploser, en fait. Et c'est le mot que tu as dit. Et au dernier UTMB, c'est vraiment ce que je me suis dit, parce que j'étais pas allé depuis plusieurs années. Et
j'ai été même un peu étonné, tu vois, et j'ai fait pas mal de salons, je suis là sur la Saint-Élion aussi, de me dire, mais en fait, je vois qu'il y a encore de la création aujourd'hui d'activités. Ça peut être de l'équipementier, d'arrivée de nouveaux acteurs, des acteurs aussi qui étaient plus tradis, qui se repositionnent aussi, tu vois. Je pense à ASICS, par exemple, oui, aujourd'hui, absolument. qui se repositionne pour moi sur le trail aussi. Et en fait, tout ça, en sortant de ces événements, je me dis, mais pour moi, je suis d'accord, ça explose. Mais je me demande à quel moment ça peut vraiment. Pour moi, je vois ça comme une bulle un peu. Et je me dis, est-ce qu'à un moment, ça peut vraiment exploser? Parce que je vois pas comment. Enfin, peut-être j'ai des connaissances trop limitées ou je suis sceptique sur ça, mais je vois pas comment on peut avoir autant de personnes qui produisent finalement des choses assez similaires tenir sur la durée, en fait. Notamment, je sais pas, le nombre de. Les chaussures, etc. Et je me suis interrogé parce que quand je suis au dernier UTMB, je me suis dit vraiment, c'est incroyable comme ça a changé pour moi en si peu de temps, tu vois. Et c'est la question que je me pose, en fait. Et je pense aussi que tout à l'heure, tu parlais de la machine à café. Je pense que il y a quelques années, on l'a dit, on faisait un marathon, on arrivait le lundi, on était à star du bureau, quoi. L'année, Oui, 10 ans après, on arrivait, on avait fait un marathon, on avait 3 autres collègues qui l'avaient fait aussi, et du coup, après, il y a quelqu'un il a lancé le trail, il est arrivé, il a la machine à café, il a fait un trail, incroyable, c'est quoi? On ne sait pas ce que c'est, changement de référence, etc. Et aujourd'hui, on commence à voir l'effet, il y a plein de collègues qui ont fait aussi le trail à la machine à café. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, il y a toujours un peu un côté de prestige, quoi. On a parlé de le ruissellement et tout ça, du prestige de la montagne sur le coureur. À un moment donné, quand tout le monde va faire, qu'il y a trop de gens qui font la même chose, même si c'est capé, hein, et on sait qu'il y a des tickets d'entrée, des jauges, mais il y a quand même on connaît toujours, j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui a fait. Donc forcément, ça devient un peu moins incroyable, quoi. Et on va peut-être chercher des choses un peu plus incroyables dans le off. Tu as dit aussi, les athlètes qui refont qui créent des nouvelles aventures. On va chercher à créer une aventure ailleurs. Et moi, c'est ce que j'ai vu sur mes courses aussi. La Terminorum, les backyards, c'est la machine à café. Quoi, t'as fait une backyard? C'est quoi ce truc? 1 heure pour faire 6 km et demi jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un. C'est quoi le record? 119? Ouais, mais 119, 120, mais c'est quoi ça? Mais là, ça paraît dingue parce qu'on n'a pas le référentiel encore. Et moi, j'ai tendance à penser qu'il y aura pas forcément une explosion de la bulle, mais à un moment donné, une stagnation, quoi. Parce que je me dis que pour ces raisons d'avoir plein de personnes qui font les mêmes choses, il y aura des personnes qui pourront pas en vivre convenablement tout le temps. Et de la même façon, je pense que le prestige, il sera amoindri pour certains de participer à des choses où il y a beaucoup de gens, en fait. Mais quel sera le futur? Ça, je sais pas. Est-ce que ça sera sur Moi, je vois bien du bikepacking, par exemple, du gravel aussi. Ça, je vois des autres types d'aventures, finalement. Mais on sait que quand on met de la mécanique, entre guillemets, du vélo, c'est déjà la mécanique. Bah là, on a une différenciation encore plus parce que il y a la question du budget, il y a la question du temps à gérer, tout ça. Et je le vois bien sur ça, moi. Mais après, peut-être que je me trompe. On verra. Ou la combinaison de plein de sports. Ouais, l'itinérance, enfin les projets, les traversées sur ouais. plusieurs jours, les projets comme ça, je pense que ça a vraiment de l'avenir. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Vous pensez que c'est quelque chose qui va se démocratiser dans les années à venir? Massifié. Massifié, ouais. Ouais. Après, voilà, c'est dur d'avoir une boule de cristal, tu vois. On peut pas. Non, ça, peut c'est se sûr. passer plein de choses. Mais en tout cas, si je prends l'exemple, par exemple, des backyards, la première, elle est née en 2019. C'est très dur de les référencer toutes aujourd'hui parce qu'il y en a qui vont prendre le mot backyard, d'autres qui vont appeler dernier homme debout. Et peu importe. Mais moi, aujourd'hui, en France, de 2019, avec 2 ans de Covid, quand même, plein de courses suspendues, un rattrapage difficile derrière. Aujourd'hui, on a, pour moi, entre 70 et 100 dans celles quand je m'amuse un peu, des fois, à référencer. Je pense que j'en oublie pas mal. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a déjà... Voilà, et du temps des pionniers, on est déjà passé à un petit circuit. D'ailleurs, il existe des petits circuits. Et ça peut aller très vite quand même, tu vois, de créer... Et là, on a une massification parce que là, il y a quelques années, tu avais 200 personnes qui l'avaient fait en France. Moi, aujourd'hui, tu as multiplié forcément par, on va dire, au moins 50 ce nombre de personnes. Donc, ouais, c'est assez impressionnant sur un laps de temps réduit. Surtout que la performance, dans le même temps, ces épreuves, elle a doublé aussi, parce qu'à l'époque, la meilleure performance, c'était 60 heures. Aujourd'hui, j'ai dit c'était 100. Donc, ça s'accompagne des deux. Il y a des figures de proue qui arrivent, etc. Et peut-être ça sera la même chose sur d'autres disciplines, on verra, hein, sur d'autres segments. Ok. On arrive sur la fin de l'épisode, du coup. Ah, désolé. On a déjà fait une heure, je sais que ça va vite. Je le sentais arriver, l'épisode dur. Il a dit tout ce qu'il avait à dire. Pour tous ceux qui veulent vous suivre ou vous retrouver, est-ce que vous avez des comptes Instagram ou des sites internet qu'on pourrait mettre en description éventuellement de la vidéo?
Simmeet sur Instagram. Et l'agence aussi, Versacom. Et Versacom, Ouais. exactement. Versacom aussi, site internet et Instagram, ouais. Et pour toi, Simon? Moi, aussi mon lance-levé sur Instagram, sans accent. Après, j'ai un blog aussi où je mets pas mal de contenu d'articles scientifiques. Et sur la plateforme HAL, si on met mon nom de famille, il y a accès à plein d'articles. Et j'enregistre aussi une mini-série documentaire, on va dire, avec pas mal de coureurs en audio pour faire un petit entraînement aussi. Ça peut être cool. Même de l'étirement, ça marche, ça fonctionne. Et la quête aussi, du coup. Et la quête, ouais. Merci encore à tous les deux d'avoir accepté l'invitation. C'était vraiment un plaisir ultra enrichissant. Merci à toi. Merci à tous. toi. Ouais. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'est ça qui nous aide à faire connaître Récup Active. À très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao.